La radio des Français dans le monde présente Les trophées des Français de l'étranger, lepetitjournal.com. Il y a une première à tout, c'est ma première pomme au micro de la radio des Français dans le monde. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier, merci. Donne-moi ton nom de famille s'il te plaît, je vais dire une erreur. Madenjian. Madenjian. Pomme, c'est un choix de papa-maman qui n'a pas été simple pour le faire enregistrer. On peut dire ça, oui, il a même été refusé par l'officier d'état civil. À l'époque, voilà, ça se faisait. Alors je pose régulièrement la question à mes invités, d'où viens-tu en France ? Alors là tu m'as regardé en disant, oula, c'est compliqué. Tu es une expat née. Oui, souvent c'est compliqué de répondre pour nous à ces questions parce que je suis née à Paris, c'est vrai, mais j'ai été expatriée depuis mes 15 jours, voilà, jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis rentrée en France faire mes études et travailler une dizaine d'années dans les médias et la publicité. Et je suis repartie cette fois en tant que conjoint accompagnante d'un expatrié il y a presque 15 ans maintenant. Donc ça fait presque 30 ans à l'expatriation. Et ça fait une dizaine de villes différentes, des cultures différentes, Exactement. Des langues différentes. Absolument. Fais-moi un peu voyager dans tes expatriations du coup. Alors en tant qu'enfant, j'étais expatriée en Arabie Saoudite, au Yémen, au Vanuatu, qui est une petite île que personne ne connaît, J'avoue. Au fin fond voilà, du Pacifique. J'ai été aussi au Luxembourg, au Liban. Voilà. Et aujourd'hui, tu as posé tes bagages à Kuala Lumpur. Alors, c'est monsieur qui a trouvé un travail là-bas. Tu es donc conjoint accompagnateur, comme on dit sur la radio des Français dans le monde. Et toi, toujours passionné de culture, de francophonie aussi. Tu as plusieurs casquettes. Alors, le matin, quand tu pars travailler, tu choisis la casquette du jour. C'est ça, quand je me regarde dans la glace. Non, effectivement, j'ai 3 casquettes. Alors, on va commencer par la casquette, entre guillemets, qui me prend le moins de temps. Je suis guide au Musée national de Kuala Lumpur. Alors, je ne sais pas si tu sais, Gauthier, mais en Asie, il y a beaucoup de pays qui proposent un système formidable. J'en profite juste pour en parler parce que c'est vraiment intéressant. Allons-y. Les musées nationaux proposent une formation gratuite sur une année. Et en échange, en fait, les personnes qui ont été formées gratuitement donnent 2 années minimum de leur temps pour une visite par mois dans leur langue d'origine pour le musée. Donc, en fait, tout le monde y gagne. Et les touristes qui ont la chance d'avoir une visite dans leur langue et le musée qui a plein de guides dans plein de langues différentes et bien sûr ceux qui apprennent. Alors, tu es aussi auteur, tu as sorti déjà un premier roman. Absolument, ça remonte un petit peu maintenant, c'était en 2018, mais oui, c'est ce qui a commencé à faire en fait que j'ai voulu construire ma carrière depuis une dizaine d'années autour de la culture. Donc j'ai commencé par éditer ce premier livre qui s'appelle la folle aventure d'une mère de jumeaux. Ensuite, effectivement, je me suis lancée dans les voyages culturels à l'époque où j'habitais en Afrique du Sud. Puis j'ai lancé le premier salon du livre en français à l'époque où j'habitais au Vietnam, à Ho Chi Minh. Et comme ça a été un joli succès, lorsque je suis arrivée il y a 2 ans et demi en Malaisie, je me suis dit, et pourquoi pas ? Et si en Malaisie aussi, il y avait le potentiel pour faire ça. Donc je me suis renseignée. Effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 20 000 locuteurs en langue française en Malaisie, ce qui est étonnant, puisqu'il n'y a aucun lien, on va dire, entre la France et la Malaisie au départ historique. Donc des gens qui sont très motivés par cette langue. Et là, je me suis dit, voilà, il y a la place aussi pour un salon là-bas. Donc je l'ai lancé l'année dernière, avec une autre de mes casquettes, puisque je suis responsable Asie d'un très beau réseau littéraire francophone qui s'appelle Rencontre des auteurs francophones. Et donc ce salon qui s'appelle le Festival international des auteurs francophones en Malaisie a eu sa première édition l'année dernière en mars, avec plus de 800 visiteurs et plus de 2000 livres vendus. Donc c'était un test. Et c'est un test qui a été finalement très réussi. Donc, 2e édition la semaine prochaine. Alors, Pomme, tu as plusieurs casquettes et moi, je te tire mon chapeau pour ce festival. Attends, j'ai même pas fini parce que j'ai encore une autre casquette. Je t'en ai pas parlé, mais je suis aussi rédactrice en chef de La Gazette, qui est le seul journal en français de Malaisie. Voilà, le tour est fait. Voilà, c'est complet. J'ai fait ma fiche CV qui fait 8 pages. Grâce à ce festival international des auteurs francophones en Malaisie, on dirait le nom de la radio, c'est aussi court que nous. Tu es lauréate alumni des lycées français du monde, tu rafles ce prix, lauréate 2025. Quand tu as appris, tu étais où ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner de mes jumeaux et Damien m'a appelé en me disant voilà, tu as gagné ce prix. Et c'est vrai que je suis un peu tombée des nues, j'avoue, parce que j'avais déjà eu la chance merveilleuse de recevoir le prix Culture Art de Vivre pour l'ASEAN des Français de l'étranger en décembre dernier. Donc là, recevoir un 2e prix, j'avoue que ça m'a vraiment soufflé. Je suis de reconnaissance infinie envers le petit journal et le jury. On parlait avec Hervé de ces Français qui vivent à l'international, qui font briller notre culture. Toi, tu es passionné de culture et de francophonie.
Ça te semble important, en tant que Française, d'arriver dans un pays et de faire battre notre drapeau culturel, notamment sur le pays en question, en l'occurrence la Malaisie? Écoute, ça dépend comment c'est fait. Il y a bien sûr aucune arrière-pensée post-coloniale, bizarroïde, en jeu. C'est bien de le rappeler. Voilà, c'est pas du tout le cas. C'est simplement que quand on partage la francophonie, c'est aussi partager des valeurs, c'est aussi partager toute une littérature, des penseurs, des gens qui ont réfléchi dans cette langue. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a autant de gens qui apprennent le français dans le monde. Donc effectivement, je le fais avec grand plaisir, avec fierté. Et je rencontre souvent des gens qui sont vraiment très intéressés, tout à fait passionnés. Et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que s'il n'y avait pas de demande, je n'irais nulle part. On l'a vu pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la France a quand même un petit pas de travers sur le regard du monde, sur la vision des choses. Est-ce que tu l'as ressenti? Et est-ce que la littérature, justement, porte aussi cette particularité française, cette liberté française? Oui, je pense que c'est important et pour avoir vécu tellement d'années à l'étranger, j'ai envie de te dire, on a des visions du monde qui sont très différentes selon notre culture d'origine, selon la langue dans laquelle on pense les choses. Et c'est vrai que chez nous, on a quand même toujours ce côté un peu rebelle, ce côté, alors on peut appeler ça aussi grognon et désagréable pour d'autres. Ça peut arriver, mais ça va avec aussi une certaine liberté de penser que beaucoup de gens nous envient. Aujourd'hui, donc tu es établi à Kuala Lumpur pour aider un peu nos auditeurs à imaginer ton quotidien. C'est comment, une grande ville, on vit à quel rythme, on vit comment? Alors Kuala Lumpur, oui, c'est la capitale de la Malaisie, un petit pays d'Asie du Sud-Est dont on parle pas si souvent que ça, comparé à d'autres de la région. C'est une ville très agréable à Kuala Lumpur, une ville facile. Pour plein de raisons. Alors d'abord, c'est une ville qui fait un peu moins de 5 millions d'habitants, donc pour de l'Asie du Sud-Est, c'est peu, comparé à des grandes mégalopoles comme Ho Chi Minh, comme Jakarta ou comme aux Philippines, Manille par exemple. Donc on y respire encore bien, il y a encore beaucoup de jungle, il y a une diversité culturelle qui est énorme, tout le monde parle très bien l'anglais, c'est un pays développé, la Malaisie bien sûr, donc c'est vrai qu'au quotidien, c'est ce qu'on appelle une expat facile pour ceux qui ont l'habitude. C'est un pays aussi musulman, donc c'est un monde à part et voilà, il est très facile de s'y intégrer, très facile d'y développer des projets. Alors tu parles d'une expatriation facile, est-ce que dans la dizaine d'expatriations que tu as vécues, tu en as connu des difficiles? Et comment tu as su résister à une expatriation difficile? Alors, pour répondre, c'est une question difficile, mais je pense que quand t'es né comme ça, comme moi, et comme tous les gens comme moi qui sommes nés dans l'expat, tu te poses plus trop la question parce que tu sais faire instinctivement au bout d'un certain temps. L'adaptabilité. Tu t'adaptes, c'est comme ça et c'est ton monde. Maintenant, c'est vrai que quand j'étais au Mexique, par exemple, il y avait quand même des questions, ou en Afrique du Sud d'ailleurs, il y avait des questions de sécurité qui se posaient qu'aujourd'hui je n'ai plus. Donc quand je peux partir en claquant la porte derrière moi, c'est une espèce de, c'est une facilité très agréable. Quand on est dans des pays sous-développés comme par exemple le Yémen ou des pays comme ça a été très compliqué, même de trouver un fruit, trouver des choses comme ça. À l'époque où on y était, c'était compliqué. Donc là, c'est pas le problème non plus du tout à Kuala Lumpur, puisqu'on trouve absolument tout ce qu'on veut. Il y a des pays où la liberté de penser, la liberté de s'exprimer est quand même très complexe, même pas me faire d'ennemis, mais c'est vrai qu'au Vietnam, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Quand j'avais lancé le premier salon, il a fallu que je fasse face à la censure et d'abord à des validations avant de pouvoir faire ce que je voulais. Tout ça, c'est des choses qui sont pas une évidence pour nous finalement, alors qu'à Kuala Lumpur, par exemple, ça n'existe pas. C'est pour ça que je parle d'expatriation facile. Et puis ma dernière question plus personnelle, tu réponds si tu as envie. Tu as parlé de tes enfants, des jumeaux, oui, qui sont un peu comme toi nés dans l'expatriation, des enfants de la troisième culture. C'est ça. Comme maman du coup. Voilà. Aujourd'hui, élever des enfants à l'étranger, comment notamment tu les laisses connecter avec la France? Alors écoute, tu me tends une perche sublimissime pour parler de l'AEFE, du travail extraordinaire qui est fait par l'AEFE, mon sponsor ce soir. Les lycées des Français de l'étranger, c'est quand même une opportunité merveilleuse pour tous les Français et les francophones qui vivent en expatriation. Moi, je suis un pur produit AEFE puisque j'ai fait toute ma scolarité dans les lycées français. Pareil pour mes enfants, ils ont 13 ans maintenant et ils n'ont fait que des lycées français. Et c'est vrai que c'est agréable pour plusieurs choses. D'abord, c'est des formations quand même globalement de qualité qui permettent après de faire des écoles en général intéressantes. Ensuite, c'est une formation où vous êtes en collaboration avec plein de profils internationaux différents, locaux, etc. Donc en termes d'ouverture d'esprit, c'est formidable. C'est aussi un système qui est le même partout. Donc c'est quelque part une espèce de phare auquel s'accrocher pour les enfants quand tout
change autour d'eux tout le temps. Point de repère. Un espèce de point de repère qui est toujours le même et qui est très rassurant pour des enfants qui grandissent comme ça dans le changement permanent. Et on y fait enfin moi en tout cas ça a été mon cas, mes meilleurs amis je les ai fait dans ce contexte. Je me suis même mariée avec quelqu'un que j'ai rencontré dans ce contexte. Donc voilà, merci la EFE de A à Z. Ils ont financé ton mariage? Peut-être pas quand même. J'aurais dû leur demander, tu as raison. Pourquoi pas. En tout cas, Pomme, félicitations. Tu vas monter sur scène tout à l'heure. Tu vas avoir les yeux qui vont se braquer sur toi. Il va y avoir des articles, tu vas passer à la radio. Cet éclairage, ça te fait plaisir? Écoute, oui, mais bien au-delà de l'ego, parce que moi, ça m'intéresse pas beaucoup ces choses-là. C'est de mettre en lumière tous les projets que j'ai créés, qui me fait vraiment plaisir. Et je conclurai sur ça, si tu le veux bien, Gauthier. Moi qui suis femme d'expat, où on me dit souvent, alors le rosé dans la piscine, les tongs, la manicure, ça se passe bien. Bon, il y a un moment, ça a fait rire. Les clichés, on voilà, l'a vendu. ça fit rire il y a très longtemps. C'est fini aujourd'hui, depuis bien longtemps. Et le fait qu'une femme d'expat puisse recevoir des trophées comme ça, j'ai envie de dire que symboliquement, c'est très important aussi pour toutes les femmes à l'expatriation qui sont créatives, dynamiques, qui mettent en place et créent une valeur extraordinaire à l'étranger, représentent bien la France. Et pour ça, ça me fait plaisir et je suis vraiment très reconnaissante. Eh bien, félicitations. Merci. Bon séjour dans la Merci. capitale française. À bientôt. Vous écoutez La Voix des expats.